Un musée, 2 voleurs, 3 chefs-d'œuvre, un cortège de situations cocasses, sous l'œil ahuri d'un gardien qui n'est pas prêt d'oublier ses premiers pas dans le monde de l'art. L'homme de la recherche désespérée, parfois surréaliste, de ces armes qui font tant défaut, une sorte de contrebandier officiel. 8 ans plus tard, en 1956, ce sera la deuxième guerre d'Israël, autour duquel l'étau des pays arabes se resserre, avec un but avoué, la destruction de l'État juif. L'Égypte, qui sert de base arrière aux attaques anti-israéliennes des fédéines palestiniens, nationalise le canal de Suez. Ainsi, ce canal, clé de voûte du commerce international, tomberait dans des mains arabes, les mêmes qui soutiennent le nationalisme algérien. C'en est trop. La France, qui est devenue, grâce à Shimon Peres, le grand fournisseur d'armes de l'État juif, demande à Israël d'intervenir militairement à ses côtés, tous contre l'Égypte. L'armée d'Israël fonce dans le désert du Sinaï et le monde entier va se familiariser avec l'image d'un général borgne et victorieux, Moshe Dayan. C'est le début d'un mythe dangereux et assez faux, celui de l'invulnérabilité d'Israël. L'armée israélienne a joué de l'effet de surprise, et ce fut une grande victoire. La guerre tout entière n'a pas duré longtemps. Il n'a fallu qu'une centaine d'heures pour conquérir toute la péninsule du Sinaï, pour détruire les forces égyptiennes et faire des centaines et des centaines de prisonniers. La guerre du Sinaï nous a valu une dizaine d'années de répit, de 56 à 67, ou plutôt 66, pendant lesquelles il n'y a pas eu d'incident majeur. 11 ans, 10 ans de tranquillité. Shimon Peres sera pendant toutes ces années l'homme de la défense de l'État, le père et le fondateur de l'industrie aéronautique israélienne. Peu importe qu'il était Monsieur Défense, le fait qu'il n'a pas senti l'uniforme militaire, qui n'a pas... Ses cheveux étaient toujours en place, bien coiffés, bien rasés, et aux côtés de Ben Gurion. Ça, il n'est jamais parvenu à surmonter ce point. Il ne s'est pas couché par terre avec les autres soldats, attendre des nuits et des nuits pour tuer des Palestiniens ou des Égyptiens ou des Syriens. Il ne s'est pas sali comme les autres. Oui, alors? On ne peut pas envisager la force israélienne sans la personnalité de M. Peres, que ça soit clair. Et même ses ennemis les plus féroces admettront ce fait. Qu'il est l'homme de la défense, vraiment, d'Israël. Qu'il est l'homme, la force d'Israël, c'est la force de dissuasion. Dans les années 50, Shimon Peres sera l'initiateur de la puissance nucléaire israélienne. Il bâtira le complexe nucléaire de Dimona, où peut-être se cache en plein désert la bombe nucléaire israélienne. Un objet de mort et l'un des secrets les mieux gardés du monde. Il avait compris que pour pouvoir survivre, Israël doit développer une force de dissuasion. Et à un certain moment, il s'est dit, voilà, nous devons aller vers le domaine nucléaire. J'étais critiqué de toutes parts. Oh oui, certains disaient que ça ne se ferait jamais, qu'Israël n'en était pas capable, qu'il ne pouvait pas y arriver.
D'autres disaient que c'était chimérique ou trop cher. D'autres me reprochaient d'utiliser l'argent de l'armée pour faire de la recherche, parce qu'à l'époque, je commençais aussi à développer le projet des missiles. Le dimanche matin, la guerre a éclaté et dans les 2 premières heures, nous avons entièrement détruit l'aviation égyptienne. Mais nous avons décidé de ne rien dire. Les Égyptiens ont continué d'annoncer à la radio qu'ils étaient victorieux, qu'ils étaient en train de gagner la guerre, alors qu'en fait ils l'avaient déjà perdue. Ils jouaient des marches militaires triomphales et la radio annonçait que leurs avions étaient près de Gaza, bref, qu'ils étaient partout. La guerre foudroyante et implacable dure 6 jours. Israël connaît un triomphe absolu mais ambigu. Une trop grande victoire totale, certes, mais le contraire de la paix. Jérusalem est réunifiée sous contrôle israélien. Les Juifs enfin peuvent revenir prier au mur des lamentations et y glisser entre les pierres des vœux secrets. Comme ici, Moshe Dayan et Yitzhak Rabin, les généraux victorieux. Le Golan est pris à la Syrie, la bande de Gaza, toute la péninsule du Sinaï à l'Égypte. Et enfin, et surtout, toute la Judée-Samarie, province biblique, ancienne Cisjordanie du mandat britannique, où vivent tant et tant de Palestiniens chassés d'Israël en 1948. Un triomphe ambigu qui enfante 27 ans d'occupation. Après la guerre de 6 jours, c'était le temps d'une euphorie générale. Tout le monde se baladait à travers le pays, tout le monde parlait en langage biblique. Nous étions tous devenus des prophètes. Et on parlait, voilà, le retour à la terre, et on citait des passages de la Bible. On était très euphoriques. Bien sûr. C'était la victoire, on avait gagné des territoires qui étaient 3 fois et demi plus grands qu'Israël. On avait la Cisjordanie, le lieu sacré pour Israël, le mur de lamentation, le bercail d'Israël et du peuple juif. Et Ben Gurion avait tout de suite dit, pour la paix, nous devons tout rendre, sauf Jérusalem et le Golan. Si je pouvais croire à la possibilité d'une paix réelle, je renoncerais volontairement à la plus grande partie de ce territoire et je le rendrais aux Arabes. Alors, nous étions très très fâchés contre lui. On n'aimait pas cela du tout. Moshe Dayan n'aimait pas cela, moi je n'aimais pas cela, Shimon n'aimait personne. Il est prêt à tout rendre. Nous sommes tellement contents qu'on a tout réussi à occuper. Maintenant, c'est à nous. Et on va voir, mais Ben Gurion disait non. Je pensais que la victoire était trop grande. Trop grande. Oui, mais que ça serait trop lourd à porter. C'est la gauche qui dirigeait le pays, mais avec une politique de droite. Et Après 67, par exemple, les territoires occupés. Après 67, l'installation des colonies, c'est une idée de la gauche. Et Pérez y a contribué. M. Pérez est un des grands contributeurs. Quand on a mis les colonies israéliennes juifs dans les territoires, ça a immédiatement a créé une situation tout à fait différente. On voit aujourd'hui irréversible. C'est irréversible, il y a des problèmes énormes avec tout cela. Et là, Pérez y est pour quelque chose, dans l'installation des colonies alors, juives. Pérez n'était pas vraiment l'homme des leaders dans les premières lignes. Les premières lignes étaient des leaders. Dayan était là-bas, Golda Meir, Eshkol et des autres, Yigal Allon. Et Pérez était dans la deuxième ligne. Ça, il faut le savoir. Il n'a pas pris la responsabilité directe. Mais évidemment qu'il a soutenu cette ligne de Dayan. Ainsi, une guerre peut se conclure par une victoire sans pour autant apporter de solution. Les Palestiniens s'organisent. Les attaques contre Israël ainsi que le terrorisme s'amplifient. Il faut, disait-il, jeter les Juifs à la mer. L'OLP met à sa tête un homme dont le monde entendra parler, Yasser Arafat. L'armée d'Israël occupe d'immenses territoires, des collines de Judée-Samarie où s'installent les colons juifs, partisans du Grand Israël, à la Méditerranée, ici, près de Gaza, des hauteurs du Golan, au cœur des villes de la Cisjordanie enfiévrée. L'armée d'Israël fait un sale boulot, routinier, cruel, fouille, rafle, contrôle, barrage. Chaque Palestinien est un terroriste en puissance. La nuit de l'occupation, celle de la terreur aussi, semble éternelle. Et c'est la guerre du Kippour.
L'État juif est attaqué par surprise sur 2 fronts, une catastrophe initiale, mais aussi, à la fin, une demi-victoire pour Israël. La guerre de Kippour, c'était je crois, une blessure, une des plus grandes blessures de la société israélienne, et ça a transformé tout. Pour la première fois, on parlait de la destruction du troisième temple. C'est-à-dire que Moshe Dayan, 2 jours après la guerre, avait envoyé un message à Golda Meir, qui était Premier ministre, lui disant que c'est la fin de l'État. La catastrophe n'était pas prête, mais la victoire était que nous avons gagné quand même qu'on a été attaqué par surprise de 2 côtés. D'une part, la guerre de Kippour a prouvé que les Arabes peuvent à chaque instant secouer la situation, secouer le bateau, comme disait Sadat, secouer le bateau et attirer l'attention mondiale sur ce qui se passe au Moyen-Orient. Donc nous ne pouvons pas rester dans ces territoires à jamais. On doit faire quelque chose. Et le deuxième point était que les Arabes avaient compris que même à la guerre de Kippour, quand Israël fut attaqué simultanément sur 2 fronts, une double Pearl Harbor qui était sur 2 plans, 2 fronts, en même temps très proches du centre de population israélienne, ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. Les Syriens ont été arrêtés sur le plateau du Golan, les Égyptiens ont été arrêtés à 8 km du canal. Donc, pour eux, c'est aussi une leçon qu'il y a une limite à ce qu'ils peuvent. Alors que nous étions incontestablement victorieux, nous avons été incapables de faire la paix. Ce n'est qu'après une guerre différente, je veux dire une guerre équilibrée, où les adversaires ont le goût l'un et l'autre de la victoire et de la défaite, que l'on peut s'asseoir autour d'une table. Le premier qui viendra à la table des négociations est le président égyptien Anwar el-Sadat. Ce seront les accords de paix de Camp David et ce sera la visite historique du président égyptien en Israël. Sadat, comme Rabin, 14 ans plus tard, paiera ce courage de sa vie. Il sera assassiné. On veut toujours tuer les faiseurs de paix. L'OLP, divisé en factions rivales, frappe les intérêts israéliens partout dans le monde et au cœur même d'Israël. À cette époque-là, Shimon Peres déclare I do not believe that any Israeli leader can have a dialogue with Palestinians who are throwing bombs, killing children and killing women. It's impossible. Tous ceux qui vous disent aujourd'hui, ah, mais nous disions depuis 30 ans qu'on devait négocier avec l'OLP, ils vous parlent des bêtises. Parce que l'OLP d'il y a 30 ans ou d'il y a 25 ans, ce n'était pas le même. C'était une force terroriste, cruelle, sanglante, qui voulait détruire l'État d'Israël et qui pensait pouvoir le faire, qui ne voulait pas accepter l'existence d'Israël même. Voulant en finir avec le terrorisme palestinien, le gouvernement de droite israélien, élu en 1977, envahit le Liban. Frapper l'OLP au cœur à Beyrouth, en son QG, voilà le prétexte d'une guerre d'occupation cruelle, où l'armée d'Israël, comme l'américaine au Liban, s'embourbe, s'enlise et perdra 600 hommes. Ce sont les massacres horribles commis par les phalangistes libanais des camps de Sabra et de Shatila, hommes, femmes, enfants, massacrés sans que l'armée d'occupation israélienne ne réagisse. L'opinion publique israélienne est bouleversée. Certes, l'état-major palestinien quittera Beyrouth pour Tunis, mais rien n'est réglé. You have to remember in 1982 and 81, as an example, Begin had refused to mention even my name. What happened then? And he was imagining through the invasion for Lebanon, he can liquidate the PLO and the Palestinians. And here we are. C'est-à-dire qu'on a essayé toutes les choses. L'arme n'a pas donné de réponse à Israël. Les vraies réponses, les réponses de sécurité. Et je crois que M. Peres, qui a suivi ce processus, est arrivé à la conclusion que la force a aussi ses limites. D'ailleurs, sa première décision en 1984, c'est de sortir du Liban. Exactement. Et vous comprenez, pour quelqu'un qui est Monsieur Sécurité, qui sort avec un discours anti-sécurité, c'est-à-dire qui était contre la guerre du Liban, je vous dis, ce n'était pas populaire. Shimon Peres, comme Premier ministre, il accomplit deux choses extrêmement importantes. Il abaisse l'inflation, qui était le fléau du pays,
580% ou 680%, et ça tombe à 15%, 20%, c'est un succès incroyable. Et puis, il ramène l'armée israélienne du Liban. I'm ready to talk with any Palestinian that will renounce terror, that will accept 242 and 338 and recognize Israel without any qualification. Aussi longtemps qu'il n'y avait aucun espoir de paix, j'ai consacré toute mon énergie à faire d'Israël un pays fort, capable de se défendre. Dès que j'ai compris que la paix avait une chance, j'ai tout fait pour agrandir cette brèche. Et je l'ai fait avec la même énergie. On ne croyait pas beaucoup qu'on pourra faire la paix avec la Syrie. L'Irak était loin. Le Liban dépendait de la Syrie. Donc le premier but de Shimon Peres était la Jordanie. Pourquoi vous vous êtes dit qu'il faut faire quelque chose avec les Jordaniens et pas tout de suite avec les Palestiniens? Comment vous avez pensé aux Jordaniens d'abord? Pour deux raisons. Vous savez, pour faire la paix, vous avez besoin d'un partenaire, et pas seulement d'un plan. Je crois que les Jordaniens étaient des partenaires possibles. Les Palestiniens, non. Institutionnellement? Pas seulement, politiquement aussi. J'estimais que le roi Hussein était quelqu'un de différent, de plus civilisé. Et nous nous sommes rencontrés pour la première fois au bord de la mer Rouge. En secret? J'ai fait une suggestion au roi. Je lui ai dit, vous avez une armée, nous avons la nôtre. Vous avez un territoire, nous avons le nôtre. Faisons de la Judée et de la Samarie quelque chose qui nous appartienne à tous les deux, que nous partagions.